Alors bonjour Dr Fradin et bienvenue à notre conversation covidienne hebdomadaire. On est ravis de vous avoir parmi nous et on voudrait savoir qui êtes-vous, Dr Fradin? Je suis médecin de formation, même si je n'exerce plus en tant que tel depuis déjà pas mal d'années. Je fais de la psychothérapie, qui a été pendant longtemps mon métier principal. J'ai aussi créé l'Institut de médecine environnementale, qui est un institut privé qui fait de la recherche sur psychologie et neurosciences et qui intervenait, même si aujourd'hui je n'ai plus cette activité, dans le domaine de la santé au travail. Mais je suis intervenu pendant plus de 25 ans dans ce domaine-là avec le pôle conseil de l'IME. Donc voilà, je m'intéresse aussi à tout ce qui est prévention, médecine environnementale, comme on le dit, donc mode de vie et santé, aussi bien en termes de recherche. J'ai aussi travaillé sur toxicologie alimentaire, nutrition. Et je suis directeur pédagogique de 2 DU sur les comportements, dont un sur le comportement alimentaire. Donc voilà, à Dijon, à l'université de Dijon. Voilà très rapidement ce qui est mon activité. J'ai repris récemment une activité de psychothérapie que j'avais arrêtée depuis 3 ou 4 ans, parce que Covid oblige, les besoins augmentent. Et par ailleurs, certaines de mes activités ont été reportées, sont distancielles, donc ça me laisse le loisir de reprendre un métier que j'adore. Donc voilà, pour situer très rapidement. Super, malgré les petits arrêts temporaires, ça va être un parcours très intéressant, on a hâte d'en savoir plus. Donc selon vous, quel serait le sens de cette crise? Or, j'aurais tendance à dire, comme la santé publique, médecine environnementale, c'est mode de vie et santé, si on résume, plus environnement, évidemment, au sens plus large. On a sous-estimé la prévention, je pense que c'est clair. Les épidémiologistes et bien d'autres environnementalistes sur mode de vie et santé ont alerté pour des raisons non pas émotionnelles, mais souvent rationnelles, très documentées sur le fait qu'on sous-estimait la prévention. Si je prends simplement l'épidémiologie au sens le plus basique du terme, virus, bactéries et autres parasites, on a toutes les conditions aujourd'hui réunies pour faire des pandémies, beaucoup de déplacements, les sociétés qui ont fait beaucoup de déplacements à très large échelle, comme on fait aujourd'hui, beaucoup de commerce avec des produits qui se déplacent. Évidemment, les risques d'extension d'une transmission d'un animal à l'homme, par exemple, sont augmentés. Deuxièmement, on dévaste les environnements, donc les animaux sauvages sont de plus en plus proches des habitations humaines, la transmission est plus facile. On les mange aussi dans certains pays parce qu'on n'a plus rien à manger, donc on augmente le risque. Ne parlons pas des industries agroalimentaires qui aujourd'hui nourrissent les animaux dans des conditions épidémiologiquement désastreuses. On n'a pas encore eu des transmissions gravissimes, mais ça peut arriver n'importe quand. Donc, ce qui nous arrive là, c'était, comment dire, non pas un risque, c'était une quasi-certitude. Ça nous arrive aujourd'hui, on n'est pas prêt, c'était prévu, si je peux dire. Donc, dans une certaine mesure, la crise coûtera très cher économiquement, sociétalement, parce que ce n'était pas prévu. Et c'est d'abord une sanction de cette imprévoyance. Maintenant, comme on n'est pas là pour être juge, et que je pense que ça ne sert à rien, et que la psychologie montre à quel point c'est compliqué, on va juste essayer d'en tirer des leçons. Et c'est ça peut-être la grande chose à faire. C'est comment gérer à court terme, effectivement, c'est pas simple. Comment gérer à moyen terme, ce serait beaucoup plus judicieux. En tirer des leçons pour le climat, pour les écosystèmes, pour éviter des crises, non seulement sanitaires, mais des crises plus larges sur le web. Donc, d'un certain point de vue, c'est peut-être un avertissement à moindre frais, même si les frais sont déjà lourds à tout niveau. Et que pensez-vous de la prise en charge de la santé mentale pendant cette crise? Ça fait partie des effets collatéraux. On va dire que la crise est une crise sanitaire. Comme l'a dit chez nous, par exemple, Macron, c'est vrai que si on ne faisait rien, 400 000 morts, c'est ce qu'on peut penser pour la France, par exemple, si on ne faisait rien, c'est vrai que ce n'est pas facile à absorber. Alors, on peut dire que c'est des gens qui n'étaient pas en bonne santé, beaucoup, mais enfin, bon, ça, c'est un sujet très vaste. Donc, il y a un vrai sujet sanitaire. Si on veut le prendre en charge, l'économie, toute pathologie, on voit dans les hôpitaux, dans les différents pays, le Covid fait déprogrammer des tas de choses qui étaient prévues. Donc, on compte les morts du Covid, mais on ne compte pas les autres, les cancéreux et toutes sortes de patients qui vont être moins bien soignés. Donc, il y a des effets collatéraux énormes. En même temps, l'économie, c'est aussi de la misère, c'est aussi des gens, des souffrances. Donc, que dire? Je n'ai pas de réponse magique. Une chose est sûre, c'est qu'il y a de la prise en charge et qu'on va essayer de faire pour le mieux, en tirer des leçons pour faire mieux préventivement et curativement. Je pense que notre société, ce qui la caractérise,
c'est au niveau individuel comme collectif une sous-évaluation de la prévention, du travail de fond, que ce soit nutritionnel, que ce soit toxicologique, que ce soit psychologique, que ce soit sociétal. Je n'ai qu'un espoir, c'est que tous ceux qui étaient dans la frénésie du tout de suite, pour moi tout de suite, et les autres, et le reste on verra plus tard, je pense que là c'est un rappel à l'ordre un peu saignant qui devrait nous aider à tirer les leçons de tout ça. En attendant, faire comme les soignants dans les hôpitaux, on fait face, on baisse la tête. Rien n'est simple. Alors il y a des erreurs, assurément, mais c'est l'impréparation. C'est le propre de l'impréparation que rétroactivement on peut dire qu'il y avait plein d'erreurs. Les spécialistes le savaient avant, les autres les découvrent après. Même dans ce qui a été dit en France, pas plus tard qu'hier, par Macron, il y a encore des choses qui sont très contestables du point de vue épidémiologique. En même temps, il écoute le conseil scientifique qu'il a réuni, qui lui-même n'écoute pas tous les spécialistes. Bon, ça fait partie des problèmes. Quand une discipline n'est pas mature, elle ne communique pas, elle est silotée, on ne s'écoute pas, la hiérarchie remplace la raison, la science passe quand on peut, et pas toujours en premier. Donc là, on est rappelé à l'ordre, mais ça fait des dégâts collatéraux, psychologiques, sociétaux, économiques, sanitaires. Donc, je n'ai pas de réponse magique, je dirais simplement qu'il est temps de se reprendre en main, collectivement. Et alors, qu'est-ce que vous gériez individuellement pour le coup et pas collectivement pour qu'on puisse prendre son mieux et le besoin en ce moment? Ben là, c'est pareil. Les leçons individuelles, collectives, sont à l'échelle collective, sont à peu près les mêmes que celles de la société. Je pense qu'on a voulu gagner pour se payer plus de gadgets sur la qualité de ce qu'on mange. Je pense que c'est une erreur. On ne peut pas jouer avec sa santé comme on pense. Alors, il y a ceux qui n'ont aucun moyen de faire autrement parce qu'ils sont dans la misère totale, ils achètent la junk food parce que s'acheter autre chose est juste impossible. Bon, ben, c'est comme ça. Pour ceux qui ont le choix, je crois que c'est un mauvais choix que de ne pas choisir de manger correctement, d'avoir des activités équilibrées avec des activités éducatives pour les enfants. Par exemple, les loisirs dans lesquels on fait des choses qui nous passionnent. Parfois pour des raisons d'argent, on veut gagner plus, pour dépenser plus, mais est-ce bien raisonnable d'acheter des choses moins vitales que de prendre le temps de faire des choses qui nous passionnent? Pareil pour les études, gagner de l'argent ou faire des choses qu'on aime, c'est un vaste débat éducatif. Éduquer aussi au sens de respecter les autres et se respecter soi-même dans le futur et pas seulement faire des choses, mettre des enfants devant des tablettes pour avoir la paix plutôt que de les éduquer à se respecter entre eux, à apprendre la vie sociale, à apprendre à se connaître. Bref, tout ça, je dirais, mais ça a commencé, je vois des études en France, parce que je n'ai pas toujours le temps de suivre ça dans le détail, mais des gens qui, après les 2 mois de confinement, ont dit, au fond, on s'est posé plein de questions sur les besoins vitaux qu'on avait, primordiaux, et puis ceux qui étaient peut-être plus des gadgets et dont on avait moins besoin. La preuve, c'est qu'on n'était pas plus malheureux sans qu'avec. Et donc, ça relativise. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le Covid, là aussi, la Covid, nous montre aujourd'hui que ceux qui meurent le plus sont ceux qui sont le plus à risque. Est-ce une surprise vraiment? Pas complètement. En même temps, comment le leur reprocher, vu que la société ne leur a pas dit que ça n'allait pas, qu'il faut le découvrir tout seul, que c'est un domaine où on n'est pas compétent. Donc, les voix sont dissonantes, difficile de savoir qui a tort, qui a raison. Mais pour autant, la Covid est imparable, comme le réel. Souvent, le réel, quand il parle, il est imparable. Il ne tient pas compte des hiérarchies, il ne tient pas compte des modes, il ne tient pas compte des gadgets, il ne tient pas compte des excuses qu'on se donne, et parfois en toute bonne foi. Mais si on tire les leçons un peu rationnellement, oui, la Covid frappe d'abord des gens fragiles, qui ont des pathologies métaboliques, donc sur lesquelles le mode de vie est en jeu. Donc l'inculture qu'on peut avoir dans ces domaines-là, ou l'impréparation, y compris émotionnelle, est en jeu. Donc ça veut dire, oui, c'est vrai, on peut faire beaucoup dans la prévention, mais la prévention à 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être pas pour la semaine qui suit. Ceux qui ont aujourd'hui des facteurs de risque métaboliques liés au mode de vie, il va falloir des semestres ou des mois pour se prendre en main. Il faut des accompagnements psychologiques parce que la volonté ne suffit souvent pas, l'incompétence aussi, on ne réapprend pas du jour au lendemain. Mais en même temps, ça nous met au pied du mur, notre destin nous appartient plus qu'il n'appartient à l'environnement. Tous ceux qui sont spécialisés dans l'accompagnement psychologique, social au sens de la vie sociale,
de l'éducation thérapeutique du patient sur les modes de vie, comment on mange, comment on se nourrit correctement, comment on s'équilibre. Il y a plein de gens qui sont compétents pour nous accompagner. Il y a plein de choses qu'on peut faire si on prend le temps de s'informer avec Internet, c'est facile. Donc oui, notre vie est entre nos mains à très large échelle. On sait aujourd'hui que sans doute plus de la moitié des facteurs de risque sont liés au mode de vie accessible. Ne parlons pas au mode de vie tout court, parce que c'est plutôt 95% et 5% pour les jeunes, mais ceux sur lesquels on a un levier d'action individuel, c'est près de la moitié, ou plus de la moitié. Donc oui, on a un énorme pouvoir sur notre avenir, c'est arriver à s'en convaincre, c'est arriver ensuite à trouver les solutions, à trouver les bons accompagnants, et pour les professionnels du domaine, eh bien, de se dire que ce n'est pas le moment de se décourager, bien au contraire. Les chiffres, malheureusement, sont là pour prouver que la prévention est la meilleure des solutions, même si aujourd'hui, on doit mêler urgemment les deux. Mais oui, ça encourage à continuer dans le sens de la prévention à tous les sens du mode de vie. Et justement, au niveau psychologique, est-ce que vous avez des conseils ultimes pour justement savoir gérer les peurs et les blessures que cette crise engendre? Bien sûr. Il y a des tas de méthodes aujourd'hui dans mon domaine, qui est les thérapies cognitives. Là, on glisse progressivement de la santé publique, si je peux dire, ou de la médecine du mode de vie, qui a été mes domaines de compétences les plus importants initialement, et j'ai glissé progressivement de plus en plus vers le comportement. En tant que médecin, je n'étais pas ni psychiatre ni psychologue au départ, plutôt orienté médecine environnementale et mode de vie, donc d'où l'Institut en 87 qu'on a créé quelques-uns. Mais le comportement a vite pris une place prépondérante parce que qui dit changer de mode de vie dit toucher à la vie psychosociale et aux motivations. Donc les thérapies cognitives sur lesquelles je travaille beaucoup depuis 25-30 ans sont parmi les méthodes les plus, si je peux dire, coût-bénéfice efficaces pour changer. Je prendrai celle qu'on appelle la troisième vague que tout le monde connaît plus ou moins par les médias, la pleine conscience. La thérapie de l'acceptation et de l'engagement, en anglais c'est facile, on l'appelle ACT, Acceptance and Commitment Therapy. La thérapie de l'acte, c'est facile à comprendre, c'est une thérapie d'abord d'action. Ces thérapies dites de troisième vague s'intéressent à l'état d'esprit plutôt qu'à la résolution du problème. En fait, quand on se met en posture de méditant, ou en posture de sage, dans lequel on accepte le réel comme il est, ça me rappelle Épictète disant résolvez tout ce que vous pouvez résoudre et acceptez le reste. Que peut-on en faire plus rationnel? Vous n'avez pas besoin d'avoir 2500 ans, 2000 ans de science dans les mains pour déjà penser par la raison qu'il y avait des choses sur lesquelles on pouvait agir et d'autres pas. Donc, ce qui peut nous permettre de faire baisser le stress le plus vite, c'est de se concentrer sur ce sur quoi on peut agir, soi-même, ses relations. Quand on vote, pour qui on vote, important. Qu'est-ce qu'on achète? Le vote par la carte bleue, à quelle société on contribue, et comment on peut gérer sa vie. Et ce sur quoi, clairement, on n'a pas de moyen d'action, l'accepter, la sagesse, méditer, accepter. L'Orient-Occident, l'Occident essaie de résoudre et d'agir, l'Orient accepter ce sur quoi on ne peut pas agir. La somme des deux ferait un individu complet. Les méthodes dites de thérapie cognitive aujourd'hui, c'est rationaliser ce qui est rationalisable plutôt que de s'affoler. Donc, remplacer en posant des questions, thérapie dite cognitive de deuxième vague, poser un problème. Qu'est-ce que je pourrais faire de sensé qui pourrait marcher, plutôt que de m'agiter, me plaindre, agresser les autres, etc. Donc, me rationaliser en disant « So what, je peux faire quoi? Et si je ne peux pas, comment être sage et méditer ?» Et c'est vrai que ça, on n'a pas besoin de faire 15 ans de psychanalyse, ça marche très vite, ça soulage très vite, c'est à la portée de tout le monde. Il y a plein de méthodes pour y arriver, même sur Internet. Donc oui, c'est vrai que c'est hautement rentable que de faire du développement personnel dans ces domaines-là. Et donc, si vous aviez un message qui vous paraît important à faire passer pour mieux vivre tout ce qui se passe, le confinement, la pandémie, etc., lequel serait-il? Prenez du recul. Une méthode que j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce que je conseillerais à mon double, si c'était mon double, tout comme moi, mais je suis son ami, son conseil, son coach, son thérapeute, ce qu'on veut. Et en lui disant, pour lui, je penserais quoi? On est souvent bien plus intelligent parce que pas impliqué émotionnellement, même si on a de l'affection pour quelqu'un. Quand quelqu'un nous demande un avis, on est souvent bien meilleur qu'on ne l'est pour soi. Donc, traitons-nous comme un ami, au moins aussi bien qu'un ami.
Autre chose, quand la situation est vraiment grave, on devient souvent intelligent. Ça me rappelle un ami qui disait, bon, au stade où ça en est, c'est pas le moment d'être con. Sous-entendu, d'habitude, j'accepte de l'être. C'est quand même ça que ça veut dire. J'accepte d'être con tant que c'est pas trop grave. Quand c'est vraiment grave, quand même, je dis, c'est pas le moment d'être con. Pourquoi pas tout le temps, quand il est temps de prévenir, où ça coûte 100 fois moins cher pour 10 fois plus de résultats. Donc, je dirais, ne pas être con, ça sert à rien, même quand on peut se le permettre ou on croit, parce qu'un jour ou l'autre, ça se finira mal. On voit bien collectivement, on s'est comporté connement, les spécialistes de tout poil nous prévenaient, mais quand on est ignorant et qu'on n'a pas envie de se cacher, se poser les problèmes, on met sous le tapis. Il y a quand même un jour où le dragon sort sous le tapis, ça s'appelle le réel, il est têtu, et quand il veut se manifester, il est plus fort que nous. On n'est pas maître du monde, c'est l'inverse, on en fait partie. Donc voilà, c'est juste pour dire, soyons sages, soyons patients, soyons amicaux avec nous-mêmes, ayons de la tendresse pour nous, même quand on s'est trompé. Ne pas refaire le passé, ça ne sert à rien. Je préfère le so what british plutôt que se morfondre à la française, en se reprochant et en reprochant aux autres. Râler ne sert à rien, il faut agir, par contre, il faut réfléchir. Donc réfléchir comme les Français et agir comme les Anglais, ça me paraît bien, une synthèse. Je vais faire pareil. Eh ben, un tout grand merci en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Merci pour votre partage intéressant. On va essayer d'appliquer les quelques conseils et on espère que ça va aider aussi du monde autour de nous. Donc, on vous remercie. J'espère aussi. Merci et à bientôt et bonne suite à vous. Merci.